Professeure vierge et silencieuse. Pourquoi ce millionnaire la voulait-il tant sans même bien la connaître? Un murmure interdit à l'oreille fit battre son cœur, et rien dans sa vie ne serait plus comme avant. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Écoutez bien ce que je vais dire. Ce sera la meilleure histoire que vous entendrez cette semaine. Si cette histoire vous émeut, devenez auditeur premium. Il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Accédez au lien dans la description ou aux commentaires épinglés. Les lumières du salon de l'hôtel Crillon scintillaient comme des étoiles accrochées au plafond de cristal, se reflétant sur les robes de gala et les coupes de champagne qui circulaient parmi les invités. C'était la cérémonie annuelle de remise des prix des éducateurs les plus influents de Paris, et Hélène Dupont, 34 ans, professeure de littérature française à l'université Paris-Sorbonne, se sentait complètement déplacée dans cet environnement. Adossée à une colonne de marbre, Hélène observait le va-et-vient des personnes importantes, hommes d'affaires, politiciens et célébrités locales qui conversaient avec animation, échangeant des cartes de visite et des promesses de partenariats futurs. Sa robe bleu marine, simple et discrète, avait été achetée spécialement pour l'occasion, mais semblait terne comparée aux tenues extravagantes des autres femmes présentes. « Tu vas vraiment rester cachée ici toute la soirée ?» demanda Marie, sa collègue du département de lettres, en s'approchant avec 2 verres de vin blanc. « Tiens, tu as besoin de te détendre un peu. » Hélène accepta le verre avec un sourire timide. « Tu sais que je ne suis pas douée pour ces choses, Marie. Je suis venue uniquement parce que le directeur a tant insisté. Et parce que tu as été nominée pour le prix d'éducatrice de l'année, ne fais pas la modeste, » répliqua Marie en ajustant ses lunettes à monture rouge. « Ton travail avec la littérature régionale dans les quartiers de la banlieue parisienne mérite d'être reconnu. » Hélène soupira. Son projet d'atelier littéraire dans les écoles publiques avait pris plus d'ampleur qu'elle ne l'imaginait, mais elle se sentait toujours comme une imposture dans cette ambiance d'ostentation. Pour elle, l'éclat dans les yeux de ses élèves quand ils découvraient le pouvoir des mots suffisait. « Je vais chercher plus de vin, » dit Marie, après quelques minutes de silence. « Et s'il te plaît, essaie de parler à quelqu'un pendant mon absence. » Seule à nouveau, Hélène sentit le poids familier de l'anxiété sociale qui l'accompagnait depuis l'adolescence à Saint-Germain-en-Laye, ville où elle avait grandi avec les livres comme meilleurs amis. À l'université, elle avait canalisé toute son énergie dans ses études, obtenant son diplôme avec mention et poursuivant directement en master puis en doctorat, sans jamais laisser d'espace aux relations qui dépasseraient la barrière professionnelle. Tandis qu'elle observait la salle, son regard croisa celui d'un homme de l'autre côté de la pièce. Grand aux épaules larges et au costume impeccablement taillé, il semblait se démarquer de la majorité des présents, non par son apparence, qui était indubitablement impressionnante, mais par la façon dont il observait tout avec un intérêt sincère, sans l'affectation qui dominait les autres interactions. Quand il s'aperçut qu'elle le regardait, l'homme sourit et leva légèrement son verre pour un toast silencieux. Hélène détourna rapidement le regard, sentant son visage s'empourprer. Elle prit une gorgée de vin trop grande et s'étouffa légèrement, toussant discrètement dans sa serviette. Professeur Hélène Dupont, la voix grave et mélodieuse la surprit. L'homme qu'elle avait remarqué quelques instants plus tôt se tenait maintenant devant elle, avec une expression amicale et des yeux qui semblèrent garder un secret amusant. « Oui » répondit-elle, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. « Gustave Beaumont » se présenta-t-il en tendant la main. « C'est un plaisir de finalement vous rencontrer en personne. » Hélène serra sa main, notant la fermeté chaleureuse de son contact. « Finalement, je suis votre travail depuis un certain temps, » expliqua-t-il. « Votre thèse sur le modernisme français et son influence sur la littérature contemporaine des banlieues est brillante. » Le compliment sincère la laissa momentanément sans voix. Très peu de personnes en dehors du milieu académique avaient lu sa thèse publiée 3 ans auparavant. « Merci », réussit-elle à répondre, l'étudiant plus attentivement. Il y avait quelque chose de familier dans ce visage, dans ses yeux sombres et expressifs, dans la façon dont il inclinait légèrement la tête quand il parlait. « Vous êtes du domaine ?» Gustave sourit, révélant des dents parfaitement alignées. « Diplômé en gestion, en fait. Mais j'ai eu le privilège d'assister à certains de vos cours en tant qu'auditeur libre, il y a environ 8 ans. » Hélène fronça les sourcils, essayant de se souvenir. «
À cette époque, elle débutait sa carrière comme assistante, terminant encore son doctorat. « Vous ne vous souvenez probablement pas de moi, continua-t-il. Je m'asseyais au fond de la salle. J'arrivais toujours en retard à cause du travail. Une image surgit dans la mémoire d'Hélène. Un jeune homme en jean et t-shirt, toujours avec un ordinateur portable ouvert, prenant furieusement des notes pendant ses cours sur Balzac. « Le garçon de la start-up, dit-elle, surprise par sa propre mémoire. Vous développiez une application, n'est-ce pas ?» Son sourire s'élargit. « Exactement. Je suis impressionné que vous vous en souveniez. Vous posiez des questions intéressantes, admit Hélène. Vous faisiez des liens entre littérature et technologie d'une façon que je n'avais jamais envisagée. » Gustave semblait véritablement satisfait de cette reconnaissance. Il s'approcha un peu plus, comme s'il voulait partager un secret. « Ces cours ont changé ma vie, vous savez. C'est grâce à vous que j'ai inclus une bibliothèque numérique gratuite dans ma plateforme. » Hélène le regarda plus attentivement. « Attendez, vous êtes fondateur d'EduConnect. »« Oui, » confirma-t-il, sans arrogance, constatant simplement un fait. Ce qui a commencé comme une application pour connecter des professeurs particuliers est devenu l'une des plus grandes plateformes éducatives du pays. Hélène connaissait bien EduConnect. Elle l'utilisait avec ses étudiants. La plateforme avait révolutionné l'accès à une éducation de qualité dans toute la France, particulièrement dans les zones rurales. Elle n'aurait jamais imaginé que le créateur avait été son élève, même informellement. « Votre travail est incroyable, » dit-elle, avec une admiration sincère. « Le vôtre aussi, » répondit Gustave, la regardant intensément. « En fait, je suis ici ce soir spécialement pour vous parler. » Hélène sentit un frisson dans son ventre, un mélange d'appréhension et de curiosité. « À moi? Pourquoi ?» Gustave regarda autour comme s'il évaluait l'environnement. Ce n'est pas le meilleur endroit pour discuter. Trop de bruit, trop d'interruptions. Il sortit une carte de la poche intérieure de sa veste et la lui tendit. « J'aimerais vous parler d'une proposition. Quelque chose d'important, qui pourrait bénéficier à beaucoup de personnes, en plus de nous deux. » Hélène prit la carte, sentant le papier texturé entre ses doigts. Simple, élégante, avec seulement son nom, son titre de PDG d'EduConnect et un numéro de téléphone. « Quel genre de proposition ?» demanda-t-elle, intriguée. Le regard de Gustave s'approfondit, acquérant une intensité qui lui fit retenir son souffle un instant. « Une qui peut changer nos vies, » répondit-il, avec un sérieux qui contrastait avec son sourire précédent. « Je serai demain au café du parc Montsouris, à 10 heures. C'est un lieu public, tranquille pour discuter. J'espère que vous pourrez venir. » Avant qu'Hélène puisse répondre, le maître de cérémonie annonça que la remise des prix allait commencer, demandant à tous de prendre place. Marie réapparut soudainement, tenant 2 verres de vin et regardant Gustave avec curiosité. « Je dois y aller, dit-il. Réfléchissez à mon invitation, professeur Hélène. Ce serait un honneur de compter sur votre présence demain. » Avec un signe de tête respectueux, Gustave s'éloigna, laissant Hélène avec une étrange sensation d'anticipation et d'inquiétude. « Qui était ce dieu grec ?» chuchota Marie, en lui tendant le vin. Hélène regarda la carte dans sa main puis la silhouette de Gustave, qui se dirigeait maintenant vers une table à l'avant de la salle. « Un ancien élève, » répondit-elle, rangeant la carte dans son sac, « et possiblement mon futur. » Elle s'interrompit, ne sachant pas comment compléter la phrase. « Futur quoi? Partenaire de travail? Ami? Quelque chose de plus? »« Mon futur reste un mystère, » dit-elle finalement, tandis qu'elle se dirigeait vers leur place. Ce soir-là, Hélène ne remporta pas le prix d'éducatrice de l'année, mais en rentrant dans son appartement à Montmartre, elle se sentait étrangement victorieuse. Allongée sur son lit, elle regardait la carte de Gustave, passant les doigts sur les lettres en relief, imaginant ce qu'il pourrait vouloir proposer. Le parc Montsouris s'éveilla couvert d'une légère brume, typique des matinées d'hiver parisiennes. Hélène arriva 15 minutes avant l'heure prévue, non par anxiété, se disait-elle, mais par pure habitude de ponctualité. Elle choisit une table isolée au café, d'où elle pouvait contempler le manoir historique et ses jardins en attendant. La nuit précédente avait été agitée. Après la soirée de gala, Hélène avait fait des recherches sur Gustave Beaumont, découvrant que le jeune homme qui assistait à ses cours au fond de la salle était devenu l'un des entrepreneurs les plus prometteurs du pays. À 29 ans, son entreprise éducative valait des millions et avait reçu des prix d'innovation sociale pour avoir démocratisé l'accès au savoir. Dans les rares vidéos d'interviews qu'elle trouva, Gustave parlait avec passion de la façon dont l'éducation avait transformé sa propre vie,
lui qui était fils d'une femme de ménage de Saint-Denis, en banlieue parisienne. « Vous attendez depuis longtemps ?» La voix grave l'attira de ses pensées. Gustave se tenait à côté de la table, vêtu d'un jean foncé et d'une chemise bleu clair aux manches retroussées jusqu'au coude, beaucoup plus décontracté que la veille, mais tout aussi élégant. « Je viens d'arriver », mentit Hélène, lui indiquant la chaise en face d'elle. Gustave s'assit d'un mouvement fluide et fit un signe au serveur qui s'approcha rapidement. « Un café expresso, s'il vous plaît », commanda-t-il, et il regarda Hélène. « Et vous, madame ?»« La même chose, merci. » Quand le serveur s'éloigna, un silence momentané s'installa entre eux. Hélène observa comme Gustave semblait parfaitement à l'aise, tandis qu'elle arrangeait nerveusement la serviette sur la table. « Merci d'être venue, » dit-il finalement. « J'imagine que vous êtes curieuse de ce que j'ai à dire. » Hélène acquiesça, essayant de projeter un calme qu'elle était loin de ressentir. « J'avoue être intrigué. Ce n'est pas tous les jours qu'un ancien élève millionnaire m'invite à prendre un café. » Gustave rit, un son authentique qui atténua un peu la tension. « Ancien élève non officiel, rappelez-vous. Je ne me suis jamais inscrit formellement à vos cours. Même ainsi, vous étiez plus attentif que beaucoup de mes élèves réguliers. » Le serveur revint avec les cafés et Gustave attendit qu'il s'éloigne à nouveau avant de continuer. « Professeur Hélène, juste Hélène, s'il vous plaît, » l'interrompit-elle, se sentant étrange avec cette formalité venant de quelqu'un qui semblait maintenant plus un collègue qu'un ancien élève. « Hélène, » corrigea-t-il avec un sourire. « Ce que je vais dire peut sembler étrange, voire inapproprié, et je vous demande par avance de me pardonner si c'est le cas. » Hélène sentit son cœur s'accélérer, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Durant ces mois où j'ai fréquenté vos cours, même assis au fond de la salle, j'ai pu observer non seulement votre brillance académique, mais votre humanité, votre engagement sincère envers chaque étudiant. » Il fit une pause, prenant une gorgée de café. « Dans les années qui ont suivi, j'ai suivi votre carrière à distance. J'ai vu comment votre travail dans les quartiers a fleuri, comment vous avez dédié votre vie à ouvrir des portes à travers la littérature. Vous me mettez mal à l'aise, » dit Hélène, inconfortable face aux compliments. « Ce n'est pas mon intention, » répondit Gustave, se penchant légèrement en avant. « Je contextualise simplement pourquoi je vous ai choisi. » « Choisi pourquoi exactement ?» Gustave respira profondément, comme quelqu'un qui rassemble son courage pour un grand saut. « Je veux avoir un enfant, » dit-il, avec une conviction tranquille, « et j'aimerais que vous soyez la mère. » Hélène s'étouffa avec le café qu'elle venait de boire, toussant violemment. Gustave se leva immédiatement, lui tapotant doucement le dos et lui offrant de l'eau. Quand elle reprit enfin son souffle, Hélène le regarda avec des yeux écarquillés. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ? » « Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie, » répondit-il, retournant à sa place. Hélène regarda autour d'elle, s'attendant presque à voir des caméras cachées apparaître, révélant quelque émission de caméras cachées. Mais il n'y avait que le parc, avec ses quelques visiteurs matinaux et le personnel du café. « Gustave, c'est complètement inattendu. Nous nous connaissons à peine. Je sais comment cela doit paraître, » dit-il, avec un calme qui contrastait avec la confusion intérieure d'Hélène. « Mais ce n'est pas une impulsion soudaine. J'y pense depuis longtemps. »« Pourquoi moi ?» demanda Hélène, encore abasourdie. « Il y a des milliers de femmes qui donneraient tout pour être avec quelqu'un comme vous, pour avoir un enfant de vous. » Le visage de Gustave devint plus sérieux. « Je ne cherche pas seulement une partenaire biologique, Hélène. Je veux quelqu'un dont j'admire les valeurs, dont je respecte l'intelligence, quelqu'un qui pourrait être une mère exceptionnelle. Quelqu'un comme vous. » Hélène sentit son visage s'enflammer. En 34 ans, elle n'avait jamais sérieusement envisagé la maternité. Sa vie était structurée autour des cours, des recherches, des livres et de ses projets sociaux. Les relations amoureuses avaient toujours semblé des complications inutiles, des distractions par rapport à ses objectifs. « Vous savez que je suis professeur d'université, pas une célébrité en quête d'un contrat de maternité de substitution, n'est-ce pas ?» tenta-t-elle de plaisanter pour dissimuler sa nervosité. « Je parle d'un véritable partenariat, » précisa Gustave, « pas d'un arrangement commercial. Je veux construire une famille avec vous, Hélène. »« Mais c'est de la folie, » dit-elle, baissant la voix en réalisant qu'elle parlait trop fort. « Vous ne me connaissez même pas vraiment. Vous ne savez rien de moi au-delà de ce que vous avez vu dans une salle de classe il y a 8 ans. »« Je sais suffisamment, » répondit-il avec assurance, « et je veux en savoir plus. »« Beaucoup plus. » Hélène secoua la tête, incrédule. « Je ne peux pas simplement me tomber enceinte de quelqu'un que j'ai retrouvé hier après presque une décennie. »
Je ne demande pas une réponse immédiate, dit Gustave, se calant dans sa chaise. Je propose que nous apprenions à nous connaître mieux, que nous explorions cette possibilité ensemble. Sans pression, à votre rythme. Hélène prit une gorgée d'eau, essayant d'organiser ses pensées. La proposition était absurde, complètement hors norme. Et pourtant, il y avait quelque chose dans la sincérité du regard de Gustave qui l'empêchait de refuser immédiatement. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, essayant de comprendre. « Un homme comme vous, jeune, accompli, pourquoi cette hâte d'avoir un enfant ?» L'expression de Gustave changea subtilement, une ombre passant dans ses yeux. « La vie est plus fragile que nous ne le pensons, Hélène. Ma mère est décédée l'année dernière, après une vie entière de labeur. Elle a élevé 3 enfants seuls, fait tout ce qu'elle pouvait pour nous donner une éducation, et son plus grand rêve était de voir ses petits-enfants grandir. » Il fit une pause, l'émotion évidente dans sa voix. « Je lui ai promis que je n'attendrais pas trop longtemps pour fonder ma propre famille, que je ne laisserais pas le travail consumer ma vie comme c'est arrivé à tant de mes amis. » La mention de sa mère apporta une nouvelle dimension à la conversation. Hélène se rappela sa propre mère, professeure comme elle, décédée jeune, avant qu'Hélène n'achève ses études universitaires. Le rêve non réalisé de la voir diplômée, mariée, heureuse. « Je comprends ce sentiment, dit-elle, adoucissant son ton. Mais même ainsi, c'est une décision énorme. Certainement, acquiesça Gustave. C'est pourquoi je n'attends pas de réponse maintenant. Je demande seulement que vous considériez ma proposition, que vous me donniez l'opportunité de montrer que je ne suis pas un fou avec une idée absurde, mais quelqu'un qui croit réellement que nous pourrions construire quelque chose de spécial ensemble. » Hélène l'étudia en silence pendant quelques secondes. Il était indéniable qu'il y avait quelque chose de magnétique chez Gustave Beaumont, une combinaison rare d'intelligence, de détermination et de sensibilité qui l'intriguait. « Comment imaginez-vous que cela fonctionnerait, exactement ?» demanda-t-elle finalement. Les yeux de Gustave brillèrent, comme si cette simple question était déjà une petite victoire. « Nous commencerions par mieux nous connaître, sortir ensemble, discuter, construire une relation de confiance. Si, éventuellement, nous décidons d'avancer, nous pourrons discuter des détails pratiques. Je suis disposé à offrir toute la structure nécessaire, à garantir que vous et l'enfant aurez tout ce dont vous aurez besoin. Je ne suis pas intéressé par votre argent, Gustave, dit Hélène, un peu plus fermement qu'elle ne l'avait prévu. Je le sais, répondit-il promptement. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes parfaite. Le silence retomba entre eux, uniquement rempli par les sons distants du parc et le tintement des tasses sur les tables voisines. Hélène se sentait partagée entre l'incrédulité face à la situation et une curiosité grandissante envers cet homme et sa proposition inhabituelle. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. « Tout le temps dont vous avez besoin, répondit Gustave avec un sourire gentil. Il sortit une autre carte de sa poche, cette fois en écrivant quelque chose au verso. « Voici mon numéro personnel. Quand vous serez prête à en discuter davantage, je serai disponible. » Hélène prit la carte, ses doigts touchant légèrement les siens dans le processus. « Et si ma réponse est non ?» Gustave la regarda avec sérieux. « Alors je respecterai votre décision, vous remercierai pour le café et pour votre considération, et nous suivrons nos chemins séparés, sans ressentiment. » Pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, Hélène le crut. Elle rangea la carte dans son sac et se leva. « Je dois partir. J'ai des cours à préparer. » Gustave se leva aussi, sortant déjà son portefeuille pour payer l'addition. « Merci de m'avoir écouté, Hélène. Indépendamment de votre décision, ce fut un plaisir de vous retrouver. » En sortant du parc Montsouris, Hélène se sentait comme si elle venait de quitter un rêve étrange. Ou peut-être, pensa-t-elle, tandis que la brise fraîche du matin caressait son visage, était-elle simplement en train d'en commencer un. 3 semaines s'écoulèrent depuis la rencontre au parc Montsouris, et Hélène n'arrivait pas à chasser la proposition de Gustave de son esprit. Durant ses cours, alors qu'elle discutait de Marguerite Duras avec ses étudiants de licence, elle se surprenait à divaguer sur ses paroles. Pendant ses nuits solitaires, elle fixait la carte avec le numéro de téléphone, allant jusqu'à composer parfois, pour raccrocher avant la première sonnerie. « Tu es différente », observa Marie, tandis qu'elle déjeunait au restaurant universitaire. Distraite, pensive, c'est à cause de ce bel entrepreneur du gala, n'est-ce pas? Hélène soupira, jouant avec la salade dans son assiette. « Il m'a fait une proposition. » « Quel genre de proposition ?» Marie se pencha en avant, les yeux brillants de curiosité derrière ses lunettes rouges. « Il veut avoir un enfant,
répondit Hélène, baissant la voix. Avec moi. Marie faillit recracher le jus qu'elle buvait. Il quoi, vous vous connaissez à peine? C'est du harcèlement, Hélène. Tu devrais le dénoncer. Ce n'était pas comme ça, défendit Hélène, surprise par sa propre réaction. Il a été respectueux. Il a dit qu'il aimerait que nous apprenions d'abord à nous connaître, que nous construisions une relation. Et tu envisages? Demanda Marie, incrédule. Hélène joua avec sa serviette, évitant le regard de son amie. Je ne sais pas. C'est fou, n'est-ce pas? Complètement, acquiesça Marie, mais son ton s'adoucit. Bien que, s'il s'agissait de n'importe qui d'autre, je dirais de l'envoyer promener. Mais toi, Hélène, tu ne t'autorises jamais à vivre. Les paroles de son amie résonnèrent dans l'esprit d'Hélène tout le reste de la journée. C'était vrai que sa vie, bien que remplie de livres, d'étudiants et de projets sociaux, manquait de connexions plus profondes. Depuis la perte prématurée de ses parents, Hélène s'était réfugiée dans les études, construisant une forteresse sécurisante de connaissances autour d'elle-même. Les relations amoureuses avaient toujours semblé trop risquées, des expositions inutiles à la souffrance. Ce soir-là, seule dans son appartement à Montmartre, Hélène reprit la carte de Gustave. L'horloge indiquait presque 10 heures du soir, probablement trop tard pour appeler. Mais avant de trop réfléchir, ses doigts avaient déjà composé le numéro. « Allô ?» Sa voix répondit au second appel, sans signe de sommeil ou d'irritation malgré l'heure. « Gustave, c'est Hélène Dupont. » Il y eut une brève pause, puis « Hélène, j'attendais votre appel. » Quelque chose dans sa façon de le dire, avec certitude mais sans présomption, fit accélérer son cœur. « J'ai réfléchi à votre proposition, » dit-elle, rassemblant son courage. « Et je pense que peut-être devrions-nous en discuter davantage. »« Cela me rend très heureux, » répondit-il, et Hélène pouvait presque voir son sourire de l'autre côté de la ligne. « Quand pouvons-nous nous rencontrer ?» Ils convinrent de dîner le lendemain soir dans un restaurant tranquille à Montmartre. Hélène dormit agitée, entre l'excitation de franchir ce pas inhabituel et la peur de commettre une grave erreur. Le restaurant choisi par Gustave se trouvait dans une ancienne maison restaurée, avec vue sur Paris. Quand Hélène arriva, il l'attendait déjà à une table sur la terrasse, d'où il pouvait voir les lumières de la ville commencer à s'allumer au crépuscule. « Vous êtes magnifique, » dit-il, se levant pour l'accueillir. Hélène portait une robe simple, vert émeraude, que Marie l'avait convaincue d'acheter des années auparavant et qu'elle avait rarement l'occasion de porter. Elle se sentit rougir au compliment, peu habituée à être objet d'admiration. « Merci d'avoir accepté de discuter davantage, » dit Gustave, après qu'ils eurent commandé. « Je sais que ma proposition était inattendue. »« Inattendu est un euphémisme, » répondit Hélène avec un petit sourire. « J'avoue avoir passé ces semaines à essayer de comprendre pourquoi je n'ai pas simplement dit non et continué ma vie. » Gustave inclina légèrement la tête. « Et êtes-vous arrivé à une conclusion ?» Hélène prit une gorgée d'eau, gagnant du temps. « Peut-être suis-je fatigué de la prévisibilité de ma vie, ou peut-être... » « Peut-être » l'encouragea-t-il quand elle hésita. « Peut-être y a-t-il quelque chose en vous qui m'intrigue, » admit Hélène, se sentant vulnérable. « Quelque chose qui me donne envie d'en savoir plus. » Le sourire de Gustave s'élargit, illuminant ses yeux. « Le sentiment est mutuel, professeur. » Durant le dîner, la conversation s'écoula avec une facilité surprenante. Hélène découvrit que Gustave avait grandi à Saint-Denis, fils d'une femme de ménage qui travaillait dans des maisons du 16e arrondissement et d'un père absent. À 15 ans, il avait obtenu une bourse dans un lycée privé grâce à ses compétences en mathématiques et en programmation. Ma mère, Céline, se levait à 4 heures du matin tous les jours pour que je puisse étudier dans les meilleurs établissements, raconta-t-il avec une admiration évidente. Elle disait que l'éducation était le seul héritage qu'elle pouvait me laisser. Hélène partagea son enfance à Saint-Germain-en-Laye, fille de professeur d'université qui avait cultivé son amour des livres dès son plus jeune âge, mais qui était décédée dans un accident alors qu'elle était encore à l'université. « Après cela, je me suis jetée dans les études, » confessa-t-elle. « C'était plus sûr de vivre dans le monde des idées que d'affronter la réalité de la perte. » Au cours du repas, Gustave parla de son entreprise et du Connect, qui avait commencé comme un projet universitaire et qui maintenant servait des millions d'étudiants dans toute la France, offrant du contenu éducatif gratuit et de qualité. Hélène raconta son projet d'apporter la littérature dans les écoles publiques, les défis et les petites victoires. « Qu'aimez-vous le plus dans le fait d'être professeur ?» demanda Gustave, tandis qu'il savourait le dessert, un flan maison. «
Hélène réfléchit un moment. Le moment où je vois un étudiant véritablement se connecter à un texte, quand ces mots écrits il y a des décennies ou des siècles prennent soudain un sens personnel pour lui. C'est comme assister à un petit miracle. C'est ce qui me fascine chez vous, dit Gustave, son regard intense rencontrant le sien. Cet amour authentique du savoir, de la transformation. Hélène sentit son visage s'échauffer à nouveau. Et vous? Qu'est-ce qui vous motive à construire votre entreprise? Au début, c'était la nécessité, admit-il. Je voulais créer quelque chose qui me sortirait de la pauvreté, qui rendrait ma mère fière. Mais avec le temps, j'ai réalisé que je pouvais faire beaucoup plus. Je pouvais vraiment changer des vies, comme mes professeurs ont changé la mienne. Quand l'addition arriva, Hélène insista pour partager, mais Gustave fut ferme. Cette soirée est pour moi. La prochaine fois, si vous voulez, vous pourrez être l'hôtesse. La suggestion d'une prochaine rencontre flotta entre eux comme une promesse silencieuse. En quittant le restaurant, Gustave l'accompagna jusqu'à la station de taxi, la nuit de Montmartre les enveloppant de ses sons et odeurs caractéristiques. « Puis-je venir vous chercher demain ?» demanda-t-il, la surprenant. « Il y a un endroit que j'aimerais vous montrer, quelque chose en lien avec ma proposition. » Hélène hésita juste une seconde. « Quel endroit ?»« C'est une surprise, » répondit Gustave avec un sourire énigmatique, « mais je promets que vous comprendrez mieux ce que j'ai en tête quand vous verrez. »« D'accord, » accepta-t-elle, trop curieuse pour refuser. « Où et quand ?»« Je peux vous prendre à votre appartement à 9 heures. »« Cela prendra quelques heures, donc il vaut mieux partir tôt. » Hélène acquiesça, lui donnant son adresse. Quand le taxi arriva, Gustave lui ouvrit la porte, mais avant qu'elle puisse entrer, il toucha légèrement son bras. « Merci pour cette soirée, Hélène. De me donner une chance. » Il y avait tant de sincérité dans sa voix qu'Hélène sentit quelque chose s'agiter en elle, une émotion qu'elle ne pouvait nommer. « À demain, Gustave. » Dans le taxi, rentrant chez elle, Hélène se demanda dans quoi elle s'engageait. Cette connexion rapide avec Gustave l'effrayait et la fascinait en même temps. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait véritablement vivante, comme si elle s'éveillait d'un long sommeil. Le lendemain matin, à 9 heures précises, la réception annonça l'arrivée de Gustave. Hélène descendit, vêtue d'un jean, d'un t-shirt blanc et d'une veste légère, ne sachant pas où ils allaient. Ils l'attendaient à côté d'une voiture discrète, mais visiblement coûteuse. « Prête pour notre aventure ?» demanda-t-il, ouvrant la porte passager. Hélène monta dans la voiture, inhalant l'odeur du cuir neuf et le parfum subtil de Gustave. « Où allons-nous ?»« Vers le futur, » répondit-il, énigmatique, tandis qu'il conduisait à travers les rues de Paris. Après environ 40 minutes, ils laissèrent l'agitation de la ville derrière eux, suivant une route qui serpentait à flanc de collines. La végétation devenait plus dense, l'air plus pur. Finalement, Gustave s'engagea sur un chemin de terre bien entretenu qui menait à un grand portail en bois. « Nous sommes arrivés, » annonça-t-il, s'arrêtant devant le portail qui s'ouvrit automatiquement. Ce qu'Hélène vit la laissa sans voix. Une magnifique propriété s'étendait devant elle, avec une maison principale de style rustique moderne, entourée de jardins luxuriants et une vue spectaculaire sur la montagne. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda-t-elle, tandis qu'ils sortèrent de la voiture. Gustave la regarda avec un mélange de fierté et d'appréhension. « C'est l'endroit où j'imagine élever mon enfant. Notre enfant, si vous acceptez ma proposition. » Hélène contempla la propriété avec un mélange d'admiration et de méfiance. La maison principale, construite en bois, pierre et verre, s'intégrait parfaitement au paysage de la campagne française. Tout autour, un jardin méticuleusement planifié présentait des espèces indigènes. L'air pur de la montagne portait un léger arôme de fleurs et de terre humide. « Vous avez déjà acheté une maison pour un enfant qui n'existe même pas encore ?» demanda-t-elle, essayant de cacher sa perplexité. Gustave sourit, marchant à ses côtés sur le chemin de pierre qui menait à l'entrée. « En fait, j'ai acheté cette propriété il y a 2 ans, comme refuge pour moi-même. Paris peut parfois être trop intense. » « C'est éblouissant, » admit Hélène, observant comment la lumière du soleil filtrée par les arbres créait des motifs dansants sur le sol. « Venez, je veux vous montrer quelque chose, » dit Gustave, la guidant non vers la maison principale mais vers un sentier latéral qui serpentait entre des arbres touffus. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent à une clairière où une structure plus petite, tout aussi élégante, s'élevait près d'un petit lac naturel. « C'est l'atelier, » expliqua Gustave, ouvrant la porte vitrée. « Ou du moins, c'est ainsi que je l'imagine. » Hélène entra surprise par ce qu'elle vit. L'espace était vaste,
avec des fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue panoramique sur la nature. L'intérieur était pratiquement vide, à l'exception de quelques étagères et d'un canapé confortable. « Un atelier pourquoi ?» demanda-t-elle, intriguée. Gustave hésita pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. « Quand j'ai imaginé amener un enfant dans cet endroit, j'ai aussi pensé à la mère de cet enfant. Je voulais qu'elle ait son propre espace, un lieu pour créer, penser, être qui elle est vraiment. Et vous avez imaginé un atelier d'art? Pour être honnête, je ne savais pas exactement ce que ce serait, confessa-t-il, passant la main dans ses cheveux dans un geste qu'Hélène commençait à reconnaître comme un signe de nervosité. Cela pourrait être un bureau, une bibliothèque, un studio de musique. Cela dépend de qui serait cette femme, de ce qui la rendrait heureuse. Hélène parcourut l'espace vide, touchant les murs, sentant la texture du bois sous ses doigts. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans l'idée d'un lieu conçu pour quelqu'un qui n'existait pas encore dans sa vie, un espace de possibilités. « C'est un beau geste, dit-elle finalement. Mais aussi un peu présomptueux, ne trouvez-vous pas? Planifier la vie de personnes que vous ne connaissez même pas encore. Peut-être, acquiesça Gustave s'approchant, ou peut-être est-ce simplement de l'espoir. Croire qu'il existe quelqu'un qui partagera ce rêve avec moi, qui verra au-delà des murs vides et percevra les mêmes possibilités que moi. » Leurs regards se croisèrent, et Hélène sentit une connexion qui allait au-delà des mots. Il y avait une vulnérabilité authentique chez cet homme, quelque chose qui contrastait avec son image publique d'entrepreneur accompli. « Pourquoi tenez-vous tant à avoir un enfant, Gustave ?» demanda-t-elle doucement. Il s'approcha de la fenêtre, regardant le lac avant de répondre. « J'ai grandi pratiquement sans père. Il nous a abandonnés quand j'avais 5 ans, et ma mère a dû travailler doublement pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes frères. » Hélène s'approcha, respectant son espace, mais montrant qu'elle écoutait. « Quand j'ai commencé à avoir du succès, je me suis promis que je serais différent, continua-t-il, que je créerais une famille basée sur la présence, pas sur l'absence, que mes enfants ne douteraient jamais de mon amour, ne se sentiraient jamais abandonnés. C'est un désir noble, dit Hélène. Mais pourquoi maintenant? Vous êtes jeune, vous avez le temps. Gustave se tourna pour la regarder. Ma mère m'a appris qu'on ne doit pas remettre à plus tard le bonheur. Elle a travaillé toute sa vie, reportant ses propres rêves pour que je puisse réaliser les miens. Quand elle a finalement eu les moyens de se reposer, de profiter, elle est tombée malade. Sa voix s'étrangla légèrement. À l'hôpital, peu avant de partir, elle a pris ma main et m'a dit « N'attends pas pour vivre, mon fils. La vie est plus courte que nous l'imaginons. » Hélène sentit ses yeux s'embuer. La douleur de Gustave était palpable, réelle, résonnant avec ses propres pertes. « Je comprends, » dit-elle simplement, parce qu'elle comprenait vraiment. Ils passèrent le reste de la matinée à explorer la propriété. Gustave lui montra la maison principale, avec ses pièces aérées et la grande cuisine, où, selon lui, il imaginait préparer des petits déjeuners en famille. Il y avait une chambre qu'il prévoyait de transformer en bibliothèque, et une autre, orientée vers le lever du soleil, qui pourrait être la chambre de l'enfant. « Tout est si détaillé », commenta Hélène, tandis qu'ils déjeunèrent sur la terrasse. « Vous avez vraiment pensé à chaque aspect. Quand quelque chose est important, cela mérite d'être planifié, » répondit-il, lui servant plus de jus. « Mais j'ai aussi laissé de l'espace pour des adaptations. Après tout, une famille ne se construit pas avec des plans architecturaux, mais avec les personnes qui la composent. » Sa sincérité était désarmante. Hélène commençait à voir Gustave comme quelqu'un qui, malgré toute sa richesse et son statut, avait des valeurs simples et profondes, enracinées dans son origine modeste et dans l'amour de sa mère. « Et votre carrière ?» demanda-t-il, la surprenant. « Comment imaginez-vous que la maternité s'intégrerait dans votre vie ?» Hélène fronça les sourcils pensive. « Je n'ai jamais sérieusement considéré cette possibilité. Ma vie a toujours été structurée autour de l'université, de mes étudiants, des projets sociaux. Et cela vous rend heureuse, complètement heureuse ?» demanda Gustave gentiment. La question la prit au dépourvu. Hélène avait toujours présumé que sa vie professionnelle suffisait, que le travail qu'elle aimait comblait tous ses besoins. Mais il y avait des nuits solitaires, il y avait des moments où elle se surprenait à observer des familles dans les parcs, des mères avec leurs enfants, des couples marchant main dans la main. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Je ne me suis jamais permis de questionner cela. » Gustave acquiesça, compréhensif. « Je ne suggère pas que vous abandonniez votre carrière. Au contraire,
Je pense que vous seriez une mère incroyable, précisément parce que vous êtes qui vous êtes, dévouée, passionnée par le savoir, compatissante. Mais comment cela fonctionnerait-il en pratique? J'habite à Montmartre. J'ai des engagements quotidiens à l'université, des projets en cours. Tout peut être ajusté, dit-il. Vous pourriez garder votre appartement en ville pour les jours de travail et passer les week-ends ici. Ou l'inverse. Nous pourrions engager de l'aide pour les soins quotidiens quand nécessaire. L'important est que l'enfant sache qu'il est aimé, qu'il a des parents présents, même si ce n'est pas à temps plein. La façon dont Gustave parlait, comment il envisageait des solutions pratiques sans imposer sa vision, fit qu'Hélène se sentit respectée dans ses préoccupations. « Et quel serait votre rôle dans tout cela ?» demanda-t-elle. « Au-delà de fournir le matériel génétique ?» Gustave rit de la manière directe dont elle posa la question. « Je veux être un père présent dans tous les sens, participer aux décisions, aux nuits sans sommeil, aux premiers mots, aux genoux écorchés, aux devoirs scolaires. Cela exigerait un engagement significatif de votre temps, observa Hélène. Vous êtes PDG d'une entreprise en expansion. J'ai une excellente équipe, répondit-il. Et contrairement à beaucoup dans mon secteur, je ne crois pas que le succès professionnel doive se faire aux dépens de la vie personnelle. Mon objectif a toujours été de bâtir une entreprise qui puisse fonctionner sans que je sois présent à chaque réunion. Pendant qu'ils conversaient, le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de tons dorés et roses. Hélène réalisa qu'ils avaient passé toute la journée ensemble, et la perspective de retourner en ville, à sa routine, semblait étrangement décourageante. « Il se fait tard, » commenta-t-elle, regardant sa montre. « Nous devrions rentrer. »« Nous pouvons dîner en ville, » suggéra Gustave. « Ou, si vous préférez, j'ai de la nourriture ici. Je pourrais préparer quelque chose de simple. » Hélène hésita. Passer plus de temps avec lui dans un environnement aussi intime qu'une cuisine semblait franchir une frontière invisible, qu'elle maintenait encore entre eux. « Je ne savais pas que vous cuisiniez, » dit-elle, gagnant du temps pour décider. « J'ai appris par nécessité, perfectionné par plaisir, » répondit-il avec un sourire. « Ma spécialité est sur la bouillabaisse, mais aujourd'hui ce devrait être quelque chose de plus rapide, peut-être un risotto. » La mention de cuisine maison éveilla chez Hélène une nostalgie inattendue. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas mangé un repas préparé spécialement pour elle, avec affection. « Un risotto semble parfait, » céda-t-elle finalement. Dans la cuisine spacieuse, Hélène observa Gustave se déplacer avec familiarité entre ingrédients et ustensiles. Il y avait une confiance tranquille dans ses gestes, une précision qui révélait de la pratique. Elle offrit son aide, et bientôt ils travaillaient côte à côte, coupant des légumes, mesurant le riz, ouvrant une bouteille de vin. « Où avez-vous appris à cuisiner ainsi ?» demanda-t-elle tandis que Gustave remuait le risotto avec des mouvements habiles. « YouTube, principalement, » admit-il en riant. « Et beaucoup d'essais et erreurs. Dans les premières années de l'entreprise, je travaillais tellement que mon alimentation était terrible. Fast-food, livraison, pâtes instantanées. Un jour, mon médecin m'a lancé un ultimatum. J'ai commencé à rechercher des recettes saines et j'ai découvert que j'aimais le processus. C'est presque méditatif. » Hélène sourit, surprise une fois de plus par cet homme qui semblait constamment défier ses attentes. Pendant le dîner, à la lueur des bougies que Gustave alluma quand l'électricité tomba momentanément, « Ça arrive à la campagne, c'est une partie du charme, » expliqua-t-il. Ils parlèrent de livres, de films, de voyages qu'ils aimeraient refaire. Ils découvrirent un goût commun pour Albert Camus et un désaccord amical sur la meilleure adaptation de Molière au cinéma. « Vous me surprenez, Gustave Beaumont, » dit Hélène quand ils terminèrent le dessert. Des fraises fraîches à la crème, simples et délicieuses. « Pourquoi ?» demanda-t-il, se penchant légèrement sur la table. « Parce que vous n'êtes rien de ce que j'attendais. Et qu'attendiez-vous » Hélène réfléchit un moment. « Quelqu'un de plus arrogant, peut-être, plus autoritaire, moins réel. » Gustave sourit, un sourire qui illuminait ses yeux. « Je considère cela comme un compliment. »« C'en est un, » confirma-t-elle, se sentant soudain vulnérable sous son regard. « C'est définitivement un compliment. » Quand ils retournèrent finalement en ville, il était déjà plus de minuit. Gustave insista pour l'accompagner jusqu'à la porte de son appartement, pour s'assurer qu'elle arrive en sécurité, bien que l'immeuble ait un portier et un service de sécurité. Dans l'ascenseur, un silence confortable s'installa entre eux. Hélène percevait que quelque chose avait changé au cours de cette journée. Une barrière invisible était tombée, pas complètement,
mais suffisamment pour leur permettre de s'entrevoir l'un l'autre avec plus de clarté. « Merci pour cette journée, » dit-elle, quand ils s'arrêtèrent devant sa porte. C'était éclairant. « Pour moi aussi, » répondit Gustave. « Chaque moment avec vous confirme ce que j'ai ressenti dès le début, que vous êtes exceptionnelle, Hélène Dupont. » Elle baissa les yeux, peu habituée à des compliments aussi directs. Quand elle les releva, Gustave était plus proche, son regard posant silencieusement une question qui n'avait pas besoin de mots. Hélène ne recula pas. Pendant un moment suspendu dans le temps, ils restèrent ainsi, visage proche, respiration mêlée, jusqu'à ce que Gustave touche doucement son visage et l'embrasse. Ce fut un baiser doux, presque révérencieux, mais qui éveilla en Hélène des sensations longtemps endormies. Quand ils se séparèrent, elle garda les yeux fermés une seconde de plus, absorbant le moment. « C'était aussi éclairant ?» demanda-t-il avec un sourire gentil. « Définitivement », répondit Hélène, sentant son cœur s'accélérer. « Bonne nuit, Gustave. »« Bonne nuit, Hélène. » Rêver de possibilités. En fermant la porte, Hélène savait que sa vie avait atteint un point d'inflexion. Les possibilités que Gustave avait mentionnées n'étaient plus abstraites. Elles étaient là, tangibles, attendant ses choix. Dans les semaines qui suivirent, Hélène et Gustave construisirent une routine qui entrelaçait progressivement leurs vies séparées. Des dîners après ses cours, des promenades en fin d'après-midi au jardin des plantes, des week-ends à la propriété à la campagne. Pour quelqu'un qui avait toujours chéri son indépendance, Hélène était surprise par le naturel avec lequel Gustave s'insérait dans sa vie, comme si un espace lui était déjà réservé, attendant simplement d'être rempli. « Je n'aurais jamais imaginé pouvoir me sentir ainsi », confessa-t-elle un soir étoilé, alors qu'ils étaient allongés sur une couverture dans le jardin de la maison de campagne, observant les constellations. Si complète. Gustave entrelaça ses doigts aux siens. Moi non plus. Je savais ce que je voulais, mais je ne savais pas comment ce serait quand je le trouverais. L'intimité entre eux avait grandi progressivement, respectant le rythme d'Hélène, qui à 34 ans ne s'était jamais permis une relation véritablement profonde. Gustave, en découvrant son inexpérience, s'était montré non seulement compréhensif, mais sincèrement touché par la confiance qu'elle lui accordait. « Ce n'est pas quelque chose dont j'ai honte », avait expliqué Hélène quand ils avaient finalement abordé le sujet. « Je n'ai simplement jamais rencontré quelqu'un avec qui je voulais partager cette partie de moi. Cela a toujours semblé secondaire par rapport à mes objectifs. Et maintenant ?» avait demandé Gustave, son regard intense mais patient. « Maintenant, je réalise que je me suis peut-être trop protégé. Qu'il y a des expériences qui ne peuvent être comprises uniquement à travers les livres. » Cette nuit-là, sous le ciel parisien, Hélène expérimenta pour la première fois la plénitude de l'amour physique, un abandon qui transcendait le corps et atteignait quelque chose de plus profond. Une communion que les mots, même pour quelqu'un qui vivait d'eux, ne pouvaient décrire adéquatement. Le lendemain matin, en s'éveillant dans les bras de Gustave, Hélène se sentit différente, non pas comme une nouvelle personne, mais comme une version plus complète d'elle-même, comme si une partie qui avait été endormie s'éveillait enfin. « À quoi penses-tu » demanda Gustave, caressant ses cheveux. Hélène sourit, se blottissant contre lui. « Je pense que je suis peut-être prête. Prête pour votre proposition initiale, pour essayer d'avoir un enfant. » Gustave s'appuya sur son coude, la regardant avec un mélange de surprise et de joie contenue. « Tu es sûr ? Je ne veux pas que tu te sentes pressée. Nous pouvons attendre plus longtemps, mieux nous connaître. » Hélène toucha doucement son visage. « Nous nous connaissons plus profondément en 2 mois que beaucoup de couples en des années. Et oui, je suis sûr. Non pas parce que tu le veux, mais parce que je le veux aussi, parce que je peux visualiser cette vie ensemble, cet avenir. » Le sourire de Gustave illumina tout son visage. « Hélène Dupont, tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde. » À partir de ce moment, une nouvelle énergie imprégna leur relation. Ce n'était pas seulement la tentative consciente de concevoir un enfant, mais le projet partagé de construire une vie ensemble. Hélène continuait d'enseigner et de coordonner ses projets sociaux, mais elle passait maintenant la plupart des week-ends à la campagne, où une chambre dans la maison principale s'était officiellement transformée en son espace de travail. C'est durant l'un de ces séjours prolongés, presque 3 mois après cette conversation matinale, qu'Hélène découvrit quelque chose d'inattendu sur elle-même. Ennuyée par une après-midi pluvieuse, alors que Gustave participait à une importante visioconférence, elle explorait un petit débarras annexé à la maison
où elle trouva des boîtes de matériel artistique, toiles, peintures, pinceaux, apparemment oubliés par l'ancien propriétaire. Par impulsion, elle emporta quelques articles sur la véranda couverte et commença à peindre le paysage brumeux devant elle, les montagnes presque cachées par la pluie, les arbres se balançant au vent, le lac reflétant le ciel gris. Sans aucune formation formelle, elle se laissa guider par l'intuition, mélangeant des couleurs, expérimentant des textures, exprimant non seulement ce qu'elle voyait, mais ce qu'elle ressentait. Des heures passèrent sans qu'elle s'en aperçoive. Quand Gustave la trouva finalement, la nuit tombait déjà, et Hélène était complètement absorbée par sa création. Des taches de peinture sur les doigts et sur son t-shirt, le visage concentré dans une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Hélène » appela-t-il doucement, ne voulant pas l'effrayer. Elle leva les yeux, semblant momentanément confuse, comme si elle s'éveillait d'une transe. « Quelle heure est-il ? » ?»« Presque 7 heures. Tu es ici depuis 2 heures, je crois, répondit-elle, surprise d'elle-même. J'ai complètement perdu la notion du temps. Gustave s'approcha pour voir la toile et fut impressionné. La peinture n'était pas techniquement parfaite, mais possédait une qualité émotive indéniable, une capacité à capturer non seulement l'apparence du paysage, mais son essence. « C'est incroyable, » dit-il, sincèrement admiratif. « Je ne savais pas que tu peignais. »« Moi non plus, » confessa Hélène, observant sa propre œuvre avec un mélange de surprise et de satisfaction. « Je n'avais jamais essayé avant. Pas sérieusement. »« Tu as un don naturel, » affirma Gustave, l'enlaçant par derrière et embrassant son cou. « Tu devrais explorer davantage. » Cet après-midi de découverte ne fut que le début. Dans les semaines suivantes, Hélène passa de plus en plus de temps dans l'atelier, qui avait maintenant enfin un but. Elle acheta des livres sur les techniques de peinture, regarda des tutoriels en ligne, expérimenta différents styles et matériaux. Ce qui avait commencé comme un passe-temps occasionnel se transforma bientôt en une passion, une forme d'expression qui complétait, mais était complètement différente de son écriture académique. « C'est libérateur », expliqua-t-elle à Marie, qui vint lui rendre visite à la campagne et resta bouche bée devant les peintures qui remplissaient déjà les murs de l'atelier. « À l'université, j'analyse toujours, je déconstruis, je théorise. Dans la peinture, je ressens simplement. »« Je ne t'ai jamais vue aussi radieuse, » observa son ami, étudiant un tableau particulièrement vibrant qui montrait une explosion de fleurs. « C'est Gustave, la peinture. » Ou... Hélène sourit, touchant inconsciemment son ventre. « Tout cela, et une chose de plus. » Marie écarquilla les yeux. « Ne me dis pas que... »« J'ai confirmé hier, » révéla Hélène, ne pouvant contenir son émotion. « Je suis enceinte de 8 semaines. » Le cri de joie de Marie fut probablement entendu jusqu'en ville. Après des embrassades, des larmes et des questions interminables, les deux amis s'assirent sur la terrasse avec des verres de jus. « Pas question d'alcool maintenant, » insista Marie, pour discuter. « Gustave doit être aux anges, » commenta Marie qui, initialement méfiante envers l'entrepreneur, l'acceptait maintenant complètement, surtout après avoir été témoin de la façon dont il traitait Hélène. « Je ne lui ai pas encore dit, » confessa Hélène. « Je veux faire quelque chose de spécial. Après tout, cet enfant est autant son rêve que le mien. » Hélène Dupont voulant faire quelque chose de spécial, « Qui es-tu et qu'as-tu fait de mon ami pragmatique ?» plaisanta Marie, mais ses yeux étaient pleins d'affection. « Je suis si heureuse pour toi, mon ami. Tu mérites cela, tout cela. » Ce soir-là, après le départ de Marie, Hélène prépara un dîner spécial. Elle décora la table avec des fleurs du jardin, alluma des bougies, mit la musique préférée de Gustave en fond sonore. Quand il arriva d'une réunion en ville, il s'arrêta à la porte, surpris par le décor. « Nous célébrons quelque chose ?» demanda-t-il, accrochant sa veste. Hélène sourit, lui tendant un verre d'eau gazeuse avec du citron. « Nous célébrons. » Pendant le dîner, ils parlèrent de sujets quotidiens, Hélène retardant délibérément la grande révélation, savourant l'anticipation. Quand ils servirent enfin le dessert, crème caramel, le préféré de Gustave, elle glissa un petit paquet sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il intrigué. « Ouvre et découvre » répondit-elle, les yeux brillants. Gustave défit soigneusement l'emballage, révélant une petite toile, pas plus grande qu'un livre de poche. Elle y avait peint un lever de soleil sur le lac de la propriété, avec une minuscule figure ajoutée au paysage, un bébé, représenté seulement comme une tache de lumière dorée entre deux silhouettes plus grandes.
Il fallut quelques secondes à Gustave pour comprendre. Quand il le fit, il leva les yeux vers Hélène, son expression un mélange d'espoir et d'incrédulité. « C'est ce que je pense ?» demanda-t-il, la voix presque défaillante. Hélène acquiesça, les yeux embués. « Nous allons avoir un bébé, Gustave. Notre enfant est en route. » D'un mouvement rapide, il contourna la table et l'enveloppa dans une étreinte si pleine d'émotion qu'Hélène sentit comme si elle pouvait se défaire à ce moment. Quand ils se séparèrent, elle vit que Gustave pleurait ouvertement, sans aucune gêne. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, s'agenouillant devant elle et prenant ses mains. « Heureuse » répondit Hélène avec simplicité. « Effrayée, reconnaissante, tout à la fois. »« Je t'aime » dit Gustave, prononçant pour la première fois ces mots qui, bien qu'implicites dans chaque geste, n'avaient pas encore été verbalisés entre eux. « Je t'aime, toi et notre enfant, plus que je ne peux l'exprimer. »« Je t'aime aussi » répondit Hélène, réalisant que c'était vrai, une vérité qui avait grandi silencieusement en elle, comme la vie qu'elle portait maintenant. Les mois suivants apportèrent des transformations encore plus profondes. À mesure que son ventre s'arrondissait, Hélène semblait s'épanouir dans tous les aspects. Sa peinture évolua d'un hobby à quelque chose proche de l'art professionnel, ses couleurs et compositions reflétant le voyage émotionnel de la grossesse. À l'université, elle partagea la nouvelle avec ses collègues et étudiants, recevant une vague de soutien qui la surprit. Elle réorganisa ses cours pour les concilier avec les consultations médicales et la fatigue des premiers mois, découvrant que, contrairement à ses craintes, la maternité ne diminuait pas sa capacité intellectuelle. Au contraire, elle apportait de nouvelles perspectives, de nouveaux questionnements, une sensibilité élargie qui enrichissait ses analyses littéraires. Ensemble, ils transformèrent la chambre qu'il avait imaginée pour le bébé, peignant les murs avec des scènes d'une forêt enchantée, œuvre d'Hélène, et montant des meubles que Gustave insista pour construire partiellement de ses propres mains, pour que notre enfant sache qu'il a été attendu avec amour dans chaque détail. C'est durant cette période qu'une idée commença à se former dans l'esprit d'Hélène. Gustave, de son côté, restructura son entreprise pour pouvoir travailler à distance plus fréquemment. Inspirée par son propre projet social et par la portée de la plateforme de Gustave, elle commença à visualiser quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait unir ses passions, littérature, art, éducation, dans un projet transformateur. « Et si nous créions une fondation ?» proposa-t-elle un soir où ils choisissèrent des noms pour le bébé. Quelque chose qui combinerait éducation artistique et littéraire pour les enfants de milieux défavorisés. Les yeux de Gustave brillèrent d'enthousiasme. Quelque chose qui pourrait étendre ton projet actuel, le porter dans tout le pays à travers notre plateforme? Exactement, confirma Hélène, enthousiasmée qu'il ait immédiatement compris. Nous pourrions créer du contenu numérique, mais aussi des centres physiques, en commençant ici à Paris. Nous pouvons inviter des artistes et des écrivains à créer du contenu exclusif, développa Gustave, son cerveau entrepreneurial déjà en pleine ébullition. Offrir des bourses pour les jeunes talents, créer un circuit d'exposition. Ils passèrent toute la nuit à développer l'idée, esquissant des plans, rêvant grand. À l'aube, ils avaient l'ébauche de ce qui deviendrait la Fondation Graine, un projet qui, bien qu'ils ne le sachent pas encore, changerait non seulement leur vie, mais celle de milliers d'enfants français. Tandis que le bébé grandissait en elle, Hélène sentait qu'elle-même traversait une métamorphose. La professeure timide et réservée, qui s'était autrefois cachée derrière des livres et des théories, se révélait maintenant comme une femme aux multiples facettes, éducatrice, artiste, future mère, visionnaire sociale. Chaque rôle ne diminuait pas les autres, mais les complétait, créant une riche tapisserie d'identité et de but. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'elle peignait dans l'atelier, Hélène sentit le bébé bouger avec force, comme s'il dansait en elle. Elle posa son pinceau et mit ses mains sur son ventre, maintenant proéminent à 6 mois de grossesse. « Toi aussi tu seras un artiste, petit ?» murmura-t-elle, souriant pour elle-même. « Ou un écrivain, un scientifique, un rêveur comme ton père ?» En regardant la toile devant elle, une représentation abstraite de son voyage intérieur des derniers mois, Hélène réalisa qu'elle avait trouvé non seulement l'amour, non seulement la maternité, mais elle-même. Et cela, peut-être, était la transformation la plus significative de toutes. Le 7e mois de grossesse apporta avec lui non seulement l'inconfort des nuits mal dormies et de la mobilité réduite, mais aussi une exposition d'art qu'Hélène n'aurait jamais imaginée. Tout commença quand Marie, sans prévenir, envoya des photos des peintures d'Hélène à Thérèse Lambert,
une renommée conservatrice d'art de la Galerie Nouveau Talent à Saint-Germain-des-Prés. « Tu as fait quoi ?» s'exclama Hélène, manquant de faire tomber son téléphone quand Marie le lui annonça, pendant un déjeuner au restaurant universitaire. « J'ai envoyé tes peintures à Thérèse, » répéta Marie, imperturbable face à l'indignation de son amie. « Et devine quoi? Elle veut te rencontrer, en personne, cette semaine. » Hélène secoua la tête, incrédule. « Tu es folle? Je ne suis pas une artiste professionnelle, Marie. Je suis professeur de littérature qui peint comme hobby. Je vais avoir l'air ridicule. » « Laisse Thérèse en juger, » rétorqua Marie, mordant dans une frite. Elle a déjà révélé des dizaines de talents et, selon l'email qu'elle m'a envoyé, elle a été sincèrement impressionnée par la charge émotionnelle et la technique instinctive de tes œuvres. Malgré ses objections initiales, Hélène finit par céder à l'insistance de son amie. 2 jours plus tard, elle rencontra Thérèse Lambert à la galerie, une femme élégante d'une 60aine d'années, aux cheveux gris coupés en un carré précis et aux yeux perspicaces qui semblaient voir au-delà des apparences. « Vos peintures ont une qualité rare, docteur Dupont, » dit Thérèse après les présentations. « Une authenticité que beaucoup d'artistes formés passent leur vie à essayer d'atteindre. Ce sont juste des expressions personnelles, » répondit Hélène, mal à l'aise avec le compliment. « Je n'ai jamais eu de formation artistique. »« C'est peut-être exactement pour cela, » réfléchit la conservatrice, la guidant à travers l'espace de la galerie. Sans le poids des conventions académiques, vous avez développé un langage propre, viscéral. J'aimerais exposer votre travail ici. » Hélène s'arrêta, mettant instinctivement la main sur son ventre proéminent. « Exposer? Mais je n'ai pas un portfolio cohérent, un style défini. » « Au contraire, » interrompit Thérèse avec un sourire décidé. « Vous avez une série parfaite, votre voyage vers la maternité. Les peintures que j'ai vues racontent une histoire de transformation, de découverte. C'est exactement le type de récit que notre public apprécie. » Devant l'hésitation d'Hélène, Thérèse proposa une visite à l'atelier à la campagne pour voir toutes les œuvres. 3 jours plus tard, la conservatrice quitta la propriété avec un contrat signé pour une exposition individuelle intitulée « Métamorphose, gestation d'une artiste ». Quand elle annonça la nouvelle à Gustave, il réagit avec un enthousiasme immédiat. « J'ai toujours su que ton talent était exceptionnel, » dit-il l'enlaçant. « C'est juste la première confirmation externe de ce qui était déjà évident pour ceux qui te connaissent. »« Et si c'est un échec ?» demanda Hélène, l'insécurité transparaissant dans sa voix. Gustave prit son visage entre ses mains, la regardant dans les yeux. « Ça ne le sera pas. Mais même si la critique ne comprend pas ton travail, ce qui importe, c'est ce que ces peintures signifient pour toi, pour nous. De plus, ajouta-t-il avec un sourire, le vernissage sera une occasion parfaite pour présenter officiellement la Fondation Graine. » Dans les semaines suivantes, tout en se préparant pour l'exposition, Hélène et Gustave travaillèrent intensément sur les détails de la Fondation. Ils louèrent un espace dans le centre de Paris pour servir de siège, engagèrent une petite équipe initiale et développèrent le premier programme pilote, des ateliers de littérature et d'art pour les enfants de 3 quartiers différents. « Nous construisons quelque chose de plus grand que nous-mêmes », commenta Hélène un soir, alors qu'ils révisaient les statuts de l'organisation. « Quelque chose qui continuera bien après nous. »« Comme notre enfant », répondit Gustave, caressant son ventre. « Un héritage de transformation. » La soirée du vernissage arriva plus vite qu'Hélène ne l'espérait. La galerie Nouveau Talent était élégamment décorée, ses 28 peintures disposées dans une narration visuelle qui racontait son voyage des derniers mois. L'une d'elles occupait une position centrale, un autoportrait où Hélène apparaissait de profil, le ventre formant un globe terrestre, avec de petites mains d'enfants émergeant de différentes régions, une représentation symbolique de la Fondation Graine et de sa portée potentielle. Vêtue d'une longue robe de soie vert émeraude, spécialement conçue pour accommoder sa grossesse avancée, Hélène se sentait simultanément exposée et puissante. À ses côtés, Gustave, élégant dans un costume bleu marine, la soutenait silencieusement, sachant combien ce moment comptait pour elle. La galerie se remplit rapidement. Collègues de l'université, critiques d'art, personnalités du monde culturel parisien, amis de Gustave du milieu des affaires. Tous circulaient entre les peintures, certains visiblement émus, d'autres engagés dans des discussions animées sur la technique et la signification. « Je suis impressionné », commenta Thérèse, s'approchant avec 2 verres d'eau gazeuse. «
Nous avons déjà reçu 3 offres d'achat pour l'autoportrait central, mais j'ai informé qu'il n'est pas à vendre. Il ne l'est pas? Demanda Hélène surprise. J'ai pensé que vous voudriez peut-être le garder pour votre fils, expliqua la conservatrice. Mais les autres œuvres sont très bien accueillies. Je pense que vous avez une nouvelle carrière devant vous, docteur. Dupont. Pendant qu'elle conversait, Hélène remarqua un homme plus âgé observant attentivement l'une de ses premières peintures, le paysage brumeux qu'elle avait créé cet après-midi pluvieux des mois auparavant. Il y avait quelque chose de familier chez lui, dans sa posture, dans la façon dont il inclinait légèrement la tête. « Qui est ce monsieur ?» demanda-t-elle à Thérèse. La conservatrice suivit son regard et sourit. « Ah, Auguste Beaumont, l'un des plus grands collectionneurs d'art contemporain de France. Il apparaît rarement au vernissage. Il a dû voir la publicité et s'intéresser à votre travail. » Hélène sentit un frisson. Beaumont, le même nom de famille que Gustave. Et maintenant qu'elle l'observait mieux, elle pouvait voir une ressemblance indéniable, les mêmes yeux, le même menton déterminé. « Excusez-moi, » dit-elle à Thérèse, se dirigeant vers l'homme plus âgé. En s'approchant, l'homme se tourna vers elle, et Hélène vit la surprise dans ses yeux. « L'artiste en personne, » dit-il, avec une voix grave qui rappelait celle de Gustave. « Félicitations pour ce travail fascinant, docteur Dupont. »« Merci, » répondit Hélène, l'étudiant avec curiosité. « Vous êtes parent de Gustave Beaumont ?» Une ombre sembla traverser le visage de l'homme. « Je suis Auguste Beaumont. Gustave est mon fils. » Hélène sentit le monde tourner momentanément. Fils, pas neveu, pas cousin éloigné, fils. « Votre fils n'a jamais mentionné que son père était un collectionneur d'art, » dit-elle, essayant de maintenir son sang-froid. Auguste eut un sourire triste. « J'imagine que mon fils parle très peu de moi. Nous avons une relation compliquée. » Avant qu'Hélène puisse répondre, elle sentit une présence à ses côtés. Gustave s'était approché silencieusement, son visage un masque d'émotion contenue. « Père, dit-il, la voix contrôlée, je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Gustave, répondit Auguste avec un signe formel, je suis venu pour l'art, je ne savais pas que tu serais présent. » Un silence tendu s'installa entre eux. Hélène regardait de l'un à l'autre, confuse et alarmée. « Gustave, tu m'as dit que ton père avait abandonné ta famille quand tu étais enfant, » dit-elle finalement, incapable de contenir la question. Auguste Beaumont haussa les sourcils, surpris. « Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais abandonné ma famille. Céline et moi avons divorcé quand Gustave avait 5 ans, mais j'ai toujours été présent dans la vie de mes enfants. Ou du moins j'ai essayé de l'être. » Hélène se tourna vers Gustave qui semblait étrangement calme, bien qu'une veine pulsât à sa tempe. « Pouvons-nous en parler plus tard ?» demanda-t-il, regardant significativement autour, où les invités commençaient déjà à remarquer la tension dans l'air. « Non, Gustave, » répondit Hélène, gardant la voix basse mais ferme. « Je pense que nous devons éclaircir cela maintenant. Pourquoi m'as-tu dit que ton père vous avait abandonné ?» Gustave respira profondément, passant la main dans ses cheveux, le geste nerveux qu'Hélène connaissait déjà si bien. « Parce que, pour moi, c'est ce qui s'est passé, » dit-il finalement. « Il n'a peut-être pas abandonné physiquement, mais émotionnellement. Il n'a jamais été là quand nous en avions besoin. »« Ce n'est pas juste, fils, » protesta Auguste, la voix tremblante d'émotion. « J'ai essayé d'être présent, mais tu m'as toujours rejeté. Après le décès de ta mère, je pensais que nous pourrions nous rapprocher, mais tu as construit un mur autour de toi. » Hélène observait l'échange avec une inquiétude croissante. Il y avait quelque chose de plus ici, une histoire plus complexe que celle que Gustave avait partagée avec elle. « Allons dans un endroit plus privé, » suggéra-t-elle, voyant que plus d'invités commençaient à regarder dans leur direction. « Nous pouvons utiliser le bureau de l'administration. » À contre-cœur, les 2 hommes la suivirent jusqu'à une petite pièce à l'arrière de la galerie. Dès que la porte se ferma, Hélène se tourna vers Gustave. « Pourquoi m'as-tu menti ?» demanda-t-elle directement. Gustave semblait sincèrement troublé. « Je n'ai pas menti. J'ai simplement raconté ma version de l'histoire, telle que je l'ai vécue. »« Comme tu l'as vécue ?» intervint Auguste, visiblement blessé. « Gustave, j'ai payé ton éducation dans les meilleurs établissements. J'ai assisté à toutes tes remises de diplôme. J'ai offert un capital initial pour ton entreprise, que tu as fièrement refusé. Comment est-ce un abandon ?»« L'argent, » dit Gustave, avec amertume. « Ça a toujours été une question d'argent avec toi, père. Jamais de temps, jamais de présence réelle. Tu étais trop occupé avec tes voyages, tes affaires, tes autres priorités. »
Hélène observa la douleur dans les yeux des deux hommes et réalisa qu'elle était face à une blessure ancienne, trop profonde pour être expliquée en quelques minutes. Mais quelque chose ne collait pas. « Gustave, dit-elle, adoucissant sa voix, tu m'as dit que tu voulais être un père présent parce que tu n'en avais pas eu, que tu avais promis à ta mère que tu fonderais une famille. C'est pour cela que tu m'as cherché, que tu as proposé que nous ayons un enfant. Et c'est vrai, répondit-il avec intensité, je veux être le père que je n'ai jamais eu, présent non seulement financièrement, mais émotionnellement. Je veux que notre enfant ne doute jamais de mon amour, comme j'ai douté de l'amour de mon père. » Auguste ferma les yeux, comme si les mots l'avaient physiquement frappé. « Tu crois vraiment que je ne t'aimais pas? Je crois que tu aimais à ta manière, » répondit Gustave. Mais ce n'était pas ce dont j'avais besoin. Hélène réalisa qu'elle avait touché quelque chose de bien plus profond qu'elle ne l'imaginait. Ce n'était pas simplement un mensonge occasionnel, mais une différence fondamentale de perception entre père et fils. « Vous devez parler, dit-elle, regardant l'un puis l'autre. Vraiment, pas seulement en échangeant des accusations. Il y a des blessures ouvertes ici qui doivent cicatriser, surtout maintenant qu'un nouveau membre de la famille arrive. » Auguste regarda le ventre d'Hélène, et pour la première fois, un sourire sincère illumina son visage. « Je vais être grand-père? »« Oui, » confirma Hélène, posant instinctivement sa main sur son ventre. « Un garçon qui arrivera dans environ 6 semaines. Je ne savais pas, dit Auguste, visiblement ému. Gustave ne m'a rien dit. Parce que nous n'avons pas eu de contact depuis près d'1 an, répondit Gustave, mais son ton s'était légèrement adouci. Hélène respira profondément, sentant le bébé bouger, comme s'il répondait à la tension autour d'elle. Écoutez, cette soirée devait être une célébration, de l'art, de la vie, de nouveaux départs. Ne pouvons-nous pas en faire aussi un moment de guérison? Les deux hommes se regardèrent, des décennies de ressentiment et de malentendus flottant entre eux. Je suis prêt à essayer, dit finalement Auguste. Pour l'enfant, pour mon petit-fils. Gustave hésita, et pendant un moment Hélène craignit qu'il refuse. Mais alors, presque imperceptiblement, il acquiesça. Essayons. Pas pour nous, mais pour l'avenir. Quand ils retournèrent à la galerie, l'ambiance avait changé. Thérèse était au centre de la salle, microphone en main, sur le point de faire le discours officiel d'ouverture. En voyant Hélène, elle sourit et l'invita à la rejoindre. « Mesdames et messieurs, » annonça la conservatrice, « c'est avec un immense plaisir que je présente officiellement Métamorphose, gestation d'une artiste, la première, mais certainement pas la dernière, exposition individuelle d'Hélène Dupont. » Des applaudissements résonnèrent dans l'espace et Hélène se sentit simultanément exposée et protégée, vulnérable et forte. Gustave se positionna à ses côtés, une main protectrice dans son dos, tandis qu'Auguste restait à une distance respectueuse, mais faisant clairement partie du moment. « L'artiste aimerait dire quelques mots, » conclut Thérèse, tendant le microphone à Hélène. Elle n'avait pas préparé de discours, mais les mots vinrent naturellement comme ces coups de pinceau sur la toile. « Cette exposition représente un voyage personnel de transformation, » commença-t-elle, sa voix gagnant en force à mesure qu'elle parlait. « Il y a moins d'1 an, j'étais simplement une professeure d'université dédiée exclusivement à sa carrière. Aujourd'hui, je suis sur le point de devenir mère. J'ai découvert une nouvelle passion pour l'art. Et avec mon compagnon Gustave Beaumont, je m'embarque dans un projet social qui, nous l'espérons, transformera la vie de nombreux enfants. » Elle fit une pause, regardant directement Gustave et au-delà de lui Auguste. « J'ai appris que la vie suit rarement les chemins que nous planifions. Que, parfois, les plus grandes bénédictions viennent des endroits les plus inattendus. Et que l'amour, que ce soit pour un partenaire, pour un enfant pas encore né, ou même pour l'art, a le pouvoir de guérir d'anciennes blessures et de créer de nouvelles possibilités. » Hélène expliqua ensuite brièvement la Fondation Graines, invitant les présents à découvrir le projet et, si possible, à contribuer à sa réalisation. Quand elle termina, la galerie explosa en applaudissements. Le reste de la soirée passa comme un rêve. Hélène conversa avec des critiques et des collectionneurs, observa émerveillée comment de petites étiquettes rouges vendues apparaissaient à côté de presque toutes ses œuvres, et observa, le cœur plein, Gustave et Auguste discutant dans un coin, leurs postures encore tendues, mais au moins dialoguant. Ce ne fut que lorsqu'ils rentrèrent à la maison, dans la voiture silencieuse, que Gustave parla finalement de ce qui s'était passé. « Je suis désolé, » dit-il, regardant fixement la route. « J'aurais dû être plus honnête à propos de mon père.
Oui, tu aurais dû, acquiesça Hélène sans détour, mais je comprends pourquoi tu ne l'as pas été. Parfois, nos vérités émotionnelles sont différentes des vérités factuelles. Gustave lui lança un regard de gratitude. Il veut nous rendre visite le week-end prochain, pour discuter davantage, connaître la maison, te connaître convenablement. Je pense que c'est une excellente idée, répondit Hélène, posant sa main sur la sienne sur le volant. Notre fils mérite de connaître tous ses grands-parents, même ceux avec des histoires compliquées. Quand ils arrivèrent à la propriété à la campagne, il était déjà plus de minuit. La pleine lune illuminait le lac et les montagnes, créant un décor presque mystique. Hélène s'arrêta sur la terrasse, absorbant la beauté du moment. « Malgré tout, c'était une soirée incroyable », dit-elle, s'appuyant contre la balustrade. Gustave s'approcha, l'enlaçant par derrière, ses mains trouvant le ventre où grandissait leur fils. « Tu as été incroyable », corrigea-t-il, « et j'ai quelque chose pour toi. » Hélène se retourna, curieuse. Gustave sortit une petite boîte en velours de la poche de sa veste et l'ouvrit, révélant une bague en or blanc avec une petite émeraude. « Ce n'est pas un diamant traditionnel, » expliqua-t-il, semblant presque nerveux. « J'ai choisi une émeraude parce qu'elle me rappelle la couleur de la robe que tu portais quand nous nous sommes retrouvés au gala. Le moment où ma vie a changé pour toujours. » Hélène regarda de la bague au visage anxieux de Gustave, sentant des larmes se former dans ses yeux. « Hélène Dupont, » continua-t-il, sa voix ferme malgré l'émotion évidente, « tu m'as donné bien plus que je n'ai jamais rêvé. Ton amour, ta confiance, un fils. Maintenant, je te demande une chose de plus. Sois ma femme. Construis cette vie avec moi. Non seulement comme partenaire ou mère de mon fils, mais comme ma compagne en tout. » Sous le ciel étoilé, avec le fils de tous deux bougeant dans son ventre comme une bénédiction silencieuse, Hélène donna sa réponse, non avec des mots, mais avec un baiser qui contenait toutes les promesses que les mots ne pourraient exprimer. La maison à la campagne fut transformée en un oasis de fleurs, bougies et lumières délicates. C'était un parfait dimanche après-midi, 2 semaines après la naissance de Gabriel, et amis et familles se réunissaient pour une double célébration, le baptême du petit et le mariage civil d'Hélène et Gustave. Ils avaient opté pour une cérémonie simple, intime, avec seulement les personnes les plus importantes de leur vie, comme témoins de ce moment de consécration. La naissance de Gabriel avait été intense, mais sans complications. Hélène était entrée en travail naturellement, 1 semaine avant la date prévue. Gustave était resté à ses côtés durant tout le processus, tenant sa main, l'encourageant, étant exactement le partenaire qu'il avait promis d'être. Quand ils entendirent enfin le premier cri de leur fils, fort et vigoureux comme une annonce d'arrivée, tous deux pleurèrent sans retenue. « Il est parfait », murmura Gustave, quand l'infirmière plaça le bébé dans les bras d'Hélène. « Il est nôtre », répondit-elle, émerveillée par ce petit être qui combinait des traits des deux, les yeux expressifs du père, la forme du visage de la mère. Les 2 semaines suivantes furent des montagnes russes d'émotions, d'apprentissage et d'adaptation. Nuit mal dormie, courbe d'apprentissage de l'allaitement, admiration constante devant chaque petit mouvement du nouveau-né. Gustave se révéla encore plus dévoué qu'Hélène ne l'espérait, changeant les couches, préparant les repas, prenant le bébé durant les nuits pour qu'elle puisse se reposer. « Je n'aurais jamais pensé que changer une couche pourrait être si satisfaisant, » plaisanta-t-il une nuit, « ou que je pourrais être hypnotisé en observant quelqu'un dormir. » Hélène sourit, épuisée mais profondément heureuse. « Merci d'être exactement le père que tu as promis d'être. Ce n'est pas difficile quand on aime tant, » répondit-il avec simplicité. L'idée du mariage surgit naturellement, sans grande proposition au-delà de cette nuit sur la terrasse. « Officialisons avant que Gabriel ne commence à poser des questions, » plaisanta Gustave, et Hélène convint que c'était le bon moment. Maintenant, en se préparant pour la cérémonie, Hélène se regardait dans le miroir de la chambre principale. Elle portait une robe simple en soie ivoire qui coulait doucement sur son corps, encore en récupération de l'accouchement. Marie, sa témoin et amie de toujours, ajustait une couronne de petites fleurs blanches dans ses cheveux. « Qui l'eût cru ?» commenta Marie, souriant au reflet de son amie. L'Hélène que j'ai connue, si fermée dans son monde académique, est maintenant mère, artiste, fiancée et cofondatrice d'une ONG, tout en moins d'1 an. Hélène sourit, pensive. « Parfois, je me demande si je ne suis pas en train de rêver. »« Si c'est un rêve, ne te réveille pas, » répondit Marie, posant les mains sur ses épaules. « Je ne t'ai jamais vue si épanouie, si... toi-même. » Un doux pleur interrompit la conversation. Dans le berceau à côté du lit,
Gabriel s'était réveillé. Hélène le prit dans ses bras, sentant cette vague d'amour inconditionnel qui la surprenait encore par son intensité. « Je crois qu'il sait que c'est un jour spécial, » dit-elle, embrassant le front de son fils. « Les invités arrivent, » informa Marie, jetant un coup d'œil par la fenêtre. « J'ai vu la voiture de ton futur beau-père entrer dans la propriété. » La mention d'Auguste Beaumont rappela à Hélène les changements des derniers mois. Après la rencontre inattendue à la galerie, père et fils avaient entamé un processus lent, parfois douloureux, de réconciliation. Auguste avait visité la maison plusieurs fois, chaque rencontre moins tendue que la précédente. L'arrivée imminente de Gabriel avait servi de catalyseur, les unissant autour d'un avenir commun. « Gustave est nerveux ?» demanda Hélène, tandis que Marie l'aidait avec le bébé, l'habillant d'une barboteuse blanche spéciale pour l'occasion. « Anxieux comme un adolescent au premier rendez-vous » rit Marie. « Je n'ai jamais vu un homme si comblé et si nerveux en même temps. » Dans le jardin, sous une pergola décorée de fleurs blanches et vertes, les 30 invités environ s'installaient. La juge de paix, une amie d'Hélène de l'université, était déjà en position. Gustave attendait à côté du petit hôtel improvisé, élégant dans un costume clair, conversant avec son témoin, son jeune frère Lucas, avec qui il avait repris contact récemment, une autre conséquence positive du rapprochement avec son père. Auguste Beaumont était assis au premier rang à côté d'un fauteuil vide réservé à Céline, mère de Gustave, symboliquement présente en ce moment. Dans une réconciliation finale avec le passé, Gustave avait placé une photo d'elle sur la chaise, une reconnaissance que, malgré toutes les complications, ses parents avaient contribué à former l'homme qu'il était devenu. Le violoncelliste, un ancien élève d'Hélène, commença à jouer doucement. C'était le signal. Avec Gabriel dans les bras et Marie à ses côtés, Hélène parcourut l'allée de fleurs qui menait à la pergola. En la voyant, Gustave ne put contenir son émotion, ses yeux brillants de larmes contenues. « Tu es éblouissante », murmura-t-il, quand elle arriva à ses côtés. « Nous le sommes », corrigea Hélène, indiquant Gabriel, qui observait tout avec des yeux curieux. La cérémonie fut brève et émouvante. Ils échangèrent des vœux simples mais profonds, des promesses d'amour, de respect et de partenariat qu'ils accomplissaient déjà quotidiennement. Quand ils furent officiellement déclarés mariés, le petit groupe d'invités applaudit avec enthousiasme. La célébration qui suivit fut aussi simple et élégante que la cérémonie. Nourriture préparée par un chef local, musique live, conversation animée en petits groupes dispersés dans le jardin. Hélène circulait parmi les invités avec Gabriel dans les bras, présentant son fils aux amis et collègues, quand Auguste s'approcha. « Puis-je tenir mon petit-fils un moment ?» demanda-t-il, avec une hésitation qui ne correspondait pas à sa figure habituellement imposante. Hélène sourit, lui confiant le bébé. « Bien sûr, c'est votre petit-fils après tout. » Auguste installa Gabriel dans ses bras avec une aisance surprenante. « Il a les yeux de Gustave quand il était bébé », commenta-t-il, la voix émue. Les mêmes yeux curieux, observant tout. « Vous avez beaucoup en commun », répondit Hélène. « Plus que vous ne le réalisez peut-être. » Le regard d'Auguste rencontra le sien plein de gratitude. « Merci de nous donner cette seconde chance, d'ouvrir un espace pour moi dans la vie de mon fils et de mon petit-fils. » « Les familles sont compliquées, » dit Hélène, pensant à ses propres parents, qui n'avaient pu connaître leur petit-fils, mais dont l'amour continuait à vivre en elle. « L'important est que nous essayons tous de faire mieux. » De l'autre côté du jardin, Gustave discutait avec les représentants des premières communautés qui recevraient les projets de la Fondation Graines. Son visage était animé, gesticulant tandis qu'il expliquait la vision qu'Hélène et lui partageaient. « Votre mari est un homme de vision », commenta Auguste, suivant le regard d'Hélène. « Il l'a toujours été depuis l'enfance. Seulement à cette époque, j'étais trop occupé avec mes propres projets pour vraiment voir les siens. Il n'est jamais trop tard pour commencer à voir, » répondit Hélène, gentiment. Gabriel commença à s'agiter dans les bras de son grand-père, signe qu'il avait faim. Hélène le reprit, s'excusant pour aller l'allaiter dans un endroit plus tranquille. Elle choisit l'atelier, maintenant partiellement converti en un espace de travail partagé, où elle et Gustave pouvaient créer, elle avec ses peintures, lui avec ses projets pour la fondation. Assise dans un fauteuil confortable, avec Gabriel tétant paisiblement contre sa poitrine, Hélène observait les toiles qui décoraient les murs. Certaines étaient ses œuvres de l'exposition qui n'avaient pas été vendues. D'autres étaient de nouvelles créations, faites dans les intervalles entre les tétés et les nuits mal dormies. Sur le chevalet principal,
Une toile inachevée montrait ce qui serait son prochain projet. Un portrait de famille, elle, Gustave et Gabriel, avec le lac et les montagnes en arrière-plan. « Vous voilà », dit Gustave, entrant silencieusement dans l'atelier. « Les invités demandent le petit prince de la fête. »« Il a son propre festin », répondit Hélène, souriant. Gustave s'approcha, s'asseyant sur l'accoudoir du fauteuil et passant son bras autour de ses épaules. Ils restèrent en silence quelques minutes, simplement en train d'observer leur fils émerveillé par le miracle quotidien qu'était son existence. « Tu regrettes ?» demanda soudain Gustave. « D'avoir accepté ma proposition folle dans ce café ?» Hélène leva les yeux vers lui, surprise par la question. « Comment pourrais-je regretter ? C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Même avec toutes les complications, les révélations sur mon père, les changements dans ta carrière, les nuits sans sommeil. Surtout à cause d'elle, répondit Hélène avec conviction. Ces complications, comme tu les appelles, sont la vraie vie, Gustave. C'est ce qui rend notre histoire unique, authentique. » Il l'embrassa doucement. « Tu as transformé ma vie, Hélène Dupont-Beaumont, de façon que je ne savais même pas dont j'avais besoin. Nous nous sommes transformés mutuellement, corrigea-t-elle, et nous continuerons à nous transformer l'un l'autre, et Gabriel, et tous ceux que nous touchons à travers notre travail. » Un léger coup à la porte interrompit le moment. C'était Marie, souriant en voyant la scène familiale. « Désolé d'interrompre, mais c'est l'heure du toast officiel, et après le gâteau, tout le monde attend les hôtes. »« Nous arrivons, » répondit Gustave, se levant et tendant la main pour aider Hélène. Gabriel s'était endormi après avoir tété, son petit visage serein exprimant une confiance absolue dans le monde qui l'entourait. Hélène l'ajusta dans ses bras et, avec Gustave, retourna dans le jardin où leurs amis et familles les attendaient. Le reste de l'après-midi se déroula dans une ambiance de célébration tranquille. Des toasts furent portés, le gâteau fut coupé, des cadeaux furent ouverts. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de tons orange et roses, les invités commencèrent à partir, laissant la famille nouvellement officialisée profiter de sa première soirée en tant que trio légalement constitué. Après le départ de la dernière voiture, Hélène et Gustave marchèrent jusqu'au petit ponton au bord du lac, Gabriel dormant paisiblement dans les bras de son père. La lune commençait à apparaître à l'horizon, se reflétant dans les eaux calmes. Il y a un an, j'étais à un gala caché derrière une colonne, souhaitant être n'importe où ailleurs, réfléchit Hélène. Et puis tu es apparu. Le destin, suggéra Gustave, avec un sourire. Peut-être, acquiesça-t-elle. Ou peut-être simplement deux personnes qui, sans le savoir, cherchaient exactement ce que l'autre avait à offrir. Et qu'avais-je à offrir ? Demanda-t-il, curieux. Hélène réfléchit un moment. Du courage, de la vision, la possibilité d'une vie que je ne savais même pas que je voulais. Et tu m'as offert des racines, répondit Gustave, un sens du but au-delà du succès professionnel. La chance de créer la famille dont j'ai toujours rêvé. Gabriel bougea dans les bras de son père, ouvrant brièvement les yeux avant de se rendormir. Ce petit geste si simple remplit le cœur des deux parents d'une joie profonde, ce bonheur tranquille qui vient non des grands événements, mais de la certitude d'être exactement là où l'on doit être. « Je crois que c'est ce que l'amour fait », dit Hélène, appuyant sa tête sur l'épaule de Gustave, tandis qu'ils observaient la lune monter dans le ciel. « Il nous aide à devenir plus pleinement qui nous sommes vraiment. » Dans les semaines et mois qui suivirent, la vie trouva son rythme. Hélène retourna partiellement à ses activités à l'université, maintenant avec une nouvelle perspective qui enrichissait ses cours et recherches. Elle continua à peindre, avec plus de résolution que jamais, ses œuvres désormais régulièrement exposées non seulement à la Galerie Nouveaux Talents, mais dans d'autres espaces culturels de Paris. Gustave adapta son horaire dans l'entreprise pour être présent dans la vie de son fils, tenant la promesse qu'il s'était faite. La relation avec son père continua à s'améliorer graduellement, créant un pont non seulement vers le passé, mais vers l'avenir, Auguste devenant un grand-père présent et aimant. La Fondation Graines s'épanouit, s'étendant à plus de quartiers, touchant la vie de centaines d'enfants avec des programmes d'art et de littérature. Le projet qui avait commencé comme un rêve partagé était devenu une réalité tangible, transformant non seulement les bénéficiaires, mais tous ceux impliqués. Et au centre de tout, grandissant jour après jour, se trouvait Gabriel, la personnification physique de l'amour qui avait uni Hélène et Gustave, la preuve vivante que les transformations les plus profondes commencent souvent avec un simple « oui » à des possibilités inattendues.
Par un après-midi ordinaire, presque un an après cette proposition inhabituelle au café du parc Montsouris, Hélène observait Gustave et Gabriel jouant dans le jardin. Le petit garçon, maintenant rampant avec détermination, riait tandis que son père feignait de ne pas pouvoir l'attraper. Hélène sourit, ressentant une plénitude qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Sa vie s'était complètement transformée en moins de 2 ans. De professeur solitaire à épouse, mère, artiste et visionnaire social. Le chemin n'avait pas été sans obstacles, mais chaque défi, chaque révélation, chaque moment de doute avait contribué à tisser la tapisserie riche et colorée qu'était maintenant sa vie. Prenant un carnet de croquis, elle commença à esquisser la scène devant elle. Père et fils unis dans le jeu, le soleil de l'après-midi doré sur eux, la maison devenue un véritable foyer en arrière-plan. En quelques traits, elle captura non seulement l'image, mais l'essence de ce moment. Amour, connexion, continuité. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Gustave, s'approchant avec Gabriel dans les bras. Hélène montra l'esquisse, simple mais éloquente. « Notre vie, notre histoire. » Gustave sourit, s'asseyant à côté d'elle, Gabriel s'installant confortablement entre eux. « Une histoire qui a commencé avec une proposition inattendue, » commenta-t-il, « et qui continue à se dérouler page après page, » compléta Hélène, prenant la petite main de son fils. Gabriel regarda de l'un à l'autre, ses yeux, si semblables à ceux de son père, brillant de cette sagesse mystérieuse que les enfants semblent parfois posséder. Comme si, d'une certaine façon, il comprenait que son existence était le point de convergence de 2 vies qui, séparées, étaient incomplètes, mais ensemble, formaient quelque chose de plus grand, plus beau et plus significatif que chacune ne pouvait être seule. À l'horizon, le soleil commençait sa descente, peignant le ciel de teintes d'or et de pourpre. Une brise douce agitait les feuilles des arbres, apportant l'arôme de terre et de fleurs. C'était un moment parfait dans sa simplicité, un de ces instants qui, Hélène le savait, resteraient gravés pour toujours dans sa mémoire, et peut-être un jour sur une nouvelle toile. « Je pense à agrandir l'atelier », commenta Gustave après un moment de silence confortable. « Pour quand Gabriel commencera à montrer ses propres talents artistiques ?» Hélène rit. « Il a moins d'1 an. »« Il n'est jamais trop tôt pour rêver », répondit Gustave avec un sourire. « C'est en rêvant que nous sommes arrivés jusqu'ici, n'est-ce pas ?» Hélène ne pouvait pas le contredire. Ça avait été un rêve. Le rêve de Gustave de fonder une famille, son propre rêve non reconnu d'une vie plus épanouie, qui les avait amenés à ce moment. Et maintenant, ensemble, ils continuaient à rêver, planifier, créer un avenir qui, bien qu'impossible à prévoir complètement, promettait d'être aussi riche et significatif que le présent qu'ils avaient construit. « Merci, » dit-elle, simplement. « Pourquoi ?» demanda Gustave, confus. « De m'avoir trouvé à ce gala, d'avoir fait cette proposition folle, de m'avoir aidé à découvrir des parties de moi-même que je ne savais même pas exister. » Gustave l'embrassa doucement. « Non, Hélène, merci à toi d'avoir accepté, d'avoir fait confiance, d'avoir transformé un rêve en réalité. » Gabriel, comme s'il sentait l'émotion du moment, émit un rire contagieux ramenant les parents au présent. Tous 3 rirent ensemble, une famille unie non seulement par les liens du sang, mais par des choix conscients, par un amour délibéré, par une vision partagée d'un monde où chaque personne pourrait réaliser son potentiel le plus élevé. Et tandis que le soleil se couchait sur le lac, Hélène sut avec une certitude qui venait du plus profond de son être que cette histoire, son histoire, leur histoire, était loin d'être terminée. En réalité, à bien des égards, elle ne faisait que commencer.